maître! Imposteur! Ah, monsieur le philosophe! Messieurs les maîtres! Monsieur le philosophe! Battez-vous tant qu'il vous plaira, je ne saurais qu'y faire. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Venons à notre leçon. Oh, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Oh, cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde de devenir savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina, vites quasi mortis imago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin, sans doute. Oh oui. Mais faites comme si je ne le savais pas. Hein. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que, sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oh oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? Première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Célaran, Dari, Ferriot, Baralipton, etc. Oh, voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Et cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Oui, non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables. Et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon saoul quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la poudre, la neige, la pluie, la grêle, les vents et les tourbillons. Mais il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de bouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Ah, très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela.
La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Ah. Ah. Ah oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. E. Ah. Ah. Ma foi, oui. Que cela est beau. Et la voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A. I. I. Cela est vrai. Vive la science. Et la voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins. Le haut et le bas. O. Oh. Oh. Il n'y a rien de plus juste. A. E. I. O. I. O. Cela est admirable. I. O. Et la voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. 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 Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que, si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Ah, sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. D, A. Da. Da. Ah, la belle chose. Les belles choses. Et F en portant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. F, A. Fa. Fa. C'est la vérité. Ah, mon père et ma mère, que je veux de mal. Et l'air en portant le bout de la langue jusqu'en haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui serre et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. Ra. Cela est vrai. Ah, la bilogue que vous êtes. Et que j'ai perdu le temps. Je vous expliquerai à fond toute ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Cela sera galant. Ah oui, fort bien, oui. Sans doute. Fort bien. Sont des vers que voulez-vous les écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Mais par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Mais comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Ben oui, monsieur. Par ma foi, cela fait plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suce rien. Ah, je vous suis obligé de m'avoir appris cela. Mais
Je voudrais lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Mais je voudrais que cela fût mis de manière galante, que ce fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un... Non, je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien étendre de la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces paroles-là dans le billet. Mais tournées à la mode, bien arrangées, comme il faut. Et je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour, belle marquise, me font mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise d'amour, me font. Ou bien, me font, vos yeux beaux d'amour, belle marquise, mourir. Mais, de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Mais celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah, cependant, je n'ai point étudié. Et j'ai fait tout ça du premier coup. Oh, je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Oh, je n'y manquerai pas. Ma canne, s'il vous plaît. Comment, mon habit n'est pas encore arrivé? Cet habit-là n'est point encore arrivé? Non, monsieur. Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. J'enrage! Que la fièvre cartelle puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur! Au diable, le tailleur! La peste étouffe le tailleur! Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de... Ah, vous voilà! Je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toute la peine du monde à les mettre. Et il y a déjà 2 mailles de rompues. Ils s'élargiront que trop. Ils exigeront toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. À point du tout, monsieur. Comment, point du tout? Non, ils ne vous blessent point. Je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous vous imaginez cela? Mais je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez, voici le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les rubans en bas? Vous n'avez pas dit que vous les vouliez en haut. Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les rubans en bas? Oui, monsieur. Voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous dis-je, vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une rein grave, est le plus grand génie du monde. Un autre qui pourra assembler un pourpoint est le héros de notre temps. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ah, monsieur le tailleur. Voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, tenez-le-moi. Attendez! Cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Oh là, venez vous autres, mettez cet habit à monsieur. De la manière que vous faites aux personnes de qualité.
Nicole, Letty, écoutez. Qu'as-tu à rire? Mais que veut dire cette coquine-là? comme vous voilà bâti. Mais quelle friponne-là te moques-tu de moi? Mon Dieu. Nini, monsieur, j'en serais bien fâchée. Mais je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Je ne puis pas m'en empêcher. Tu ne t'arrêteras pas. Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Mais voyez quelle insolence! Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Oh, je te... Je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien, voilà qui est fait, je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies, que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle. Encore! Tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sou. Cela me fera plus de bien. Si je te prends. De grâce, je vous prie de me laisser rire. Mais a-t-on jamais vu une pendarde comme celle-là Crèverai qui si me je vient ne rire ris. insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Mais que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Ah ah! Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait enharnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Oh, vraiment? On n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Ah oui? Et qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est bien plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. Bon, on dirait qu'il est séant, carême prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons ou de chanteurs dont tout le voisinage se trouve accommodé. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. La pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre servante, Nicole. Vous avez le cake bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pieds ébranler toute la maison et nous déraciner tous les carillons de notre salle. Mais taisez-vous, ma servante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Mais taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes l'une et l'autre, et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pondue. Eh ben, je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. Ah, j'ai encore oublié dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Oh, Bon, bien, je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. mais n'irez-vous point l'un de ces jours au collège vous faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non, pût à Dieu l'avoir tout à l'heure, le fouet devant tout le monde, et savoir ce qu'on apprend au collège. Cela vous rendrait la jambe bien mieux faite. Tout Sans cela doute. est fort nécessaire pour conduire votre maison? Assurément. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis-je.
Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Ah, des chansons! Mais non, ce n'est pas cela. Le langage que nous parlons tous deux, ce que nous disons tous deux, comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle... comment on doit l'appeler? Eh non. C'est de la prose, ignorante. De la prose? Oui, de la prose. Tout ce qui est prose, des points verts, et tout ce qui est des points verts, des points prose. Voilà ce que c'est d'étudier. Et toi? À moi. Sais-tu bien comment il faut faire pour dire un U? Comment? Oui, et qu'est-ce que tu fais quand tu dis U? Mais dis un peu U pour voir. Eh bien, U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Oh, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes! Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. Mu, vois-tu? Je fais l'amour. Mu. Oui, cela est bio. Et si vous aviez vu, oh, da, et fa. Qu'est-ce que c'est donc tout ce galimatia-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? Mais taisez-vous, vous êtes des ignorants l'une et l'autre. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout, ce grand escogriffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout mon ménage. Ouais, ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens, raison démonstrative. Quand on pousse en carte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Tiens, pousse-moi un peu pour voir. Eh bien quoi? Tout beau, oh là, tout doux, dans ce monde, oh, coquille! Vous dites de pousser! Tu me pousses en tierce avant de me pousser en carte. Et tu n'as pas la patience que je parle. Ah, mais vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ça monte vraiment. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte, dont vous vous êtes embéguiné. Paix! Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance, plus que vous ne pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose tout à fait honorable que l'on voit venir si souvent chez moi une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et qui me traite comme si j'étais son égal? Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oh, il a des bontés pour vous. Et vous fait des caresses. Mais il emprunte votre argent! Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Et quoi? Ah, basta, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien. Et avant qu'il soit peu. Oui, attendez-vous à cela. Assurément, ne me l'a-t-il pas dit? Oui, oui, ne manquera pas d'y faillir. Mais il m'a juré sa foi de gentilhomme. Oh, chanson! Ouais, vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûre que non. Et que toutes les caresses qu'il vous fait
ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, le voici. Ah, il ne nous faut plus que ça. Il vient peut-être encore vous faire quelque emprunt. Et il me semble que j'ai dîné quand je le vois. Taisez-vous, vous dis-je. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien pour vous rendre mes petits services. Et madame Jourdain que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, monsieur Jourdain? Vous voilà le plus propre du monde. Vous voyez? Vous êtes tout à fait galant avec cet habit. Et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Aïe, aïe, aïe. Il le gratte par où il se démange. Tournez-vous. Cela est tout à fait galant. Ah oui, aussi sot par derrière que par devant. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais encore de vous ce matin dans la chambre du roi. Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur. Dans la chambre du roi. Allons, mettez. Monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, mettez. Point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur, Allons, mettez, monsieur Jourdain. Vous êtes mon ami. monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. Oui, j'ai mieux être un civil qu'un portin. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Ah oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions. Et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Monsieur, vous vous moquez. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Ouais, je n'en doute point, monsieur. Je veux sortir d'affaire avec vous. Et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Voyez votre impertinence, ma femme. Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Je vous le disais bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Voilà avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Oui, mais je crois que j'en ai fait un petit mémoire. Attends. Ah. Donnez à vous une fois 200 louis. Cela est vrai. Une autre fois 6,20. Oui, Et une fois 140. vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis, qui valent 5060 livres. Le compte est fort bon. 5060 livres. 1832 livres à votre plumassier, Justement. 2780 livres à votre tailleur, Il est vrai. 4379 livres 12 sols 8 deniers à votre marchand. Le compte est juste 12 sols 8 deniers. Et 1788 livres 7 sols 4 deniers à votre cellier. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale 15 800 livres. Somme totale est juste. 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'avez données. Cela fera justement
18 000 francs que je vous payerai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas bien deviné? Mais cela vous embarrassera-t-il de me donner ce que je vous dis? Oh non, monsieur. Ah, cet homme-là fait de vous une vache à lait. Taisez-vous! Si cela vous embarrasse, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il ne sera pas content qu'il vous ait ruiné. Mais taisez-vous, vous dis-je. Vous n'avez qu'à me dire si cela vous incommode. Point, monsieur. C'est un vrai enjôleux. Taisez-vous donc! Il vous sucera jusqu'au dernier sou. Mais vous tairez-vous. J'ai force gens qui m'en prêteraient avec choix. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que cela vous ferait tort si j'en demandais à quelque autre. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, monsieur. Et je vais quérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Mais que faire? Voulez-vous que je refuse à un homme qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Allez, vous êtes une vraie dupe. Oh. Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, Madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing, si elle n'est pas enflée. Mademoiselle, votre fille, où est-elle que je ne la vois point? Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Voilà 200 louis bien comptés. Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Vous m'obligerez. Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain, vous baise les mains. Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas. Et je l'ai fait enfin consentir au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu plus loin pour cause. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu, et je ne vous ai point donné de nouvelles du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre part. Mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Mais comment l'a-t-elle trouvé? Oh, merveilleux! Et je me trompe fort, ou la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Plutôt ciel. Que peuvent-ils t'en dire ensemble? Nicole, va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille. Ce sera tantôt que vous jouirez du plaisir de sa vue, et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez sa sœur, où elle passera toute l'après-dînée. Vous avez fait prudemment, et votre femme aurait pu nous embarrasser. Ouais, vous êtes bien impertinente. Sortons, s'il vous plaît. Ma foi, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche et ils parlent de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde, où il y a quelque amour en campagne. Et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Cléonte a pour elle. C'est un homme qui me revient. Et je veux aider sa recherche et lui donner Lucille si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments, car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins, et je souhaiterais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur. Va-t'en lui parler de ma part et lui dire que tout à l'heure, ils me viennent trouver pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. J'y cours, madame, je ne pouvais recevoir commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens.
ambassadrice de joie. Retire-toi, et je perfide, viens- et ne me viens point amuser avec tes traîtresses paroles. C'est ainsi que vous recevez? Retire-toi, te dis-je. Et va t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie de trop simple Cléon. Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Ton pauvre Coviel, petite scélérate. Ôte-toi de mes yeux, hein, vilaine, et me laisse en repos. Quoi, tu me viens aussi? Ôte-toi de mes yeux, te dis-je. Hein? Ne me parle de ta vie. Ouais. Quelle mouche elle nous a piqué? Ainsi, allons de cette belle histoire informer ma maîtresse. Quoi traiter un amant de la sorte? Et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable. Que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle, mon cœur vit tout en elle. Et voilà de ton d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard, mon cœur à cette vue se sent tout transporté, ma joie éclate sur mon visage, je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal, Coviel, à cette perfidie de l'ingrate Lucille? Oh bah, et à celle monsieur de cette pandarde de Nicole. Oh. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai faits à ses charmes. Après tant insidus hommages, de biens et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tiré au puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la broche à sa place. Mais elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie, digne des plus grands châtiments. C'est une trahison. A mérité 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie de me parler jamais pour elle. Moi, monsieur? Bah, Dieu m'en garde. Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. Enfin, n'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à cela? Je veux contre elle conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. J'y consens. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Quoi? Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle. Elle, monsieur? Ben, voilà une belle mijaurée. Une pimpezouée bien bâtie pour vos lettres d'amour. Non, non, non. Je ne vois rien en elle que de très médiocre. Et vous trouverez 100 personnes plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai. Elle a les yeux petits. Eh oui, elle a les yeux petits. Mais elle les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui. Mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. Et la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Ouais. Enfin, pour sa taille, elle n'est pas très grande, hein, quand même. Hein. Non, mais elle est aisée et bien prise. Elle a fait une nonchalance dans ses déplacements et dans ses propos. Il est vrai. Mais elle a grâce à tout cela. Et ses manières sont engageantes. Je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs.
Ouais, le fin pour de l'esprit. Ah. Allez, on a un Coviel. Du plus fin, du plus délicat. Sa conversation. Sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Veux-tu de ces enjouements épanouis, de ces joies toujours ouvertes? Et vois-tu rien de plus impertinent que les femmes qui rient à tout propos? Bon, enfin, elle est capricieuse autant que personne au monde, hein. Oui, elle est capricieuse. J'en demeure d'accord. Mais tout s'y est bien aux belles. On souffre tout des belles. Bon, ben, puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez décidé de l'aimer toujours. Hein. Moi, j'aimerais mieux mourir. Et je m'en vais la haïr autant que je l'ai aimée. Ah oui, et le moyen, si vous la trouvez si parfaite? C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter, toute belle, toute pleine d'attrait, toute aimable que je la trouve. La voici. Moi, j'en ai été toute scandalisée. Ce ne peut être, Nicole, que ce que je te dis, mais le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je vais vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléonte, qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Covienne? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient. Êtes-vous muet, Cléonte? As-tu perdu la parole, Covienne? Que voilà qui est scélérat. Que cela est Judas, oui. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ah ah, on voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre? On a deviné l'enclouure. N'est-il pas vrai, Cléonte, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité. Que je veux être le premier à rompre avec vous, et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera des chagrins. Je souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que mi. Voilà bien du bruit pour rien. Je veux vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre Non, abord. je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Non, non, je veux rien entendre. Sachez que ça... Non, vous dis-je. Apprends que... Non, traîtresse. Écoutez, Point d'affaires. Laisse-moi dire. Je suis sous. Cléonte, Non. Covienne. arrêtez. Chanson. Entends-moi. Un moment, Point du tout. Un peu de patience. deux mots. Non. Un mot. C'en est fait. Plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qui vous plaira. Puisque tu le prends comme cela, prends-le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Non, je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne dirai rien. Conte-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. Non, vous dites. Par charité. Point d'affaire. Je vous en prie. Laissez-moi. Tant qu'on jure. Ôte-toi de là. Lucille. Non. Nicole. Point. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Et je vais loin de vous, mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléonte, Covienne. Eh? Mathilde. où allez-vous? Où je vous ai dit. Nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléonte? Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mourrez? Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille et qui perpétuellement nous sermonne ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir? Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille. Ne m'en donnes-tu point à garder? Il n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Ah, Lucille,
qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser de choses dans mon cœur. Et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime. Ah, qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux-là. Je suis bien aise de vous voir, Cléante. Et vous voilà tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Ah, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pourrais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même, mais sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai des sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme. Et qu'il y a de la lâcheté à vouloir déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui ont exercé des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service, et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom, où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre. Et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. Touchez là, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous dire avec votre gentilhomme? Me taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Ah, voilà pas le coup de langue. Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie? Peste soit de la femme, il n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Cela est vrai. Nous avons dans notre village le fils du gentilhomme qui est le plus grand malitorne et le plus saudadet que j'ai jamais vu. Mais taisez-vous, impertinente. Vous vous fourrez toujours dans les conversations. J'ai de bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je veux la faire marquise. Marquise? Oui, c'est une chose que j'ai résolue. Hélas, Dieu m'en garde. Oui, marquise. C'est une chose, moi, que je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse un jour à ma fille reprocher ses parents et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame et qu'elle décidât par mégarde à saluer quelqu'un, qu'elle oublia par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, cette Madame la Marquise qui fait tant la glorieuse, c'est la fille de Monsieur Jourdain, qui était trop heureuse étant petite à jouer à la Madame avec nous. Je ne veux point de tous ces caquets, et je veux en un mot un homme qui m'ait obligation de ma fille et à qui je puisse dire « Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. » Voilà bien les sentiments d'un petit esprit, de vouloir toujours demeurer dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Cléante, ne perdez point courage encore. Suivez-moi, ma fille,
Et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Oh bah là, vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments, là. Que veux-tu? J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Non mais vous moquez-vous, non? Vous moquez-vous de prendre un homme comme ceci au sérieux? Voyez-vous pas qu'il est fou, non? Et vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? Tu as raison. Je ne croyais pas qu'il fallait faire preuve de noblesse pour être gendre de Monsieur Jourdain. De quoi ris-tu? Oh, d'une idée qui me vient, là, pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? Ah, l'idée est tout à fait charmante. Quoi donc? Il se fait depuis peu une certaine mascarade qui vient par le milieu du monde ici, que je prétends faire entrer dans une bourle que je veux faire à notre ridicule. J'ai les acteurs, j'ai les costumes, tout prêt. Laissez-moi faire seulement. Mais apprends-moi. Je vais vous instruire de tout ça. Mais retirons-nous, le voilà qui revient. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame qui le mène par la main. Voilà, j'ai quelques ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure. Monsieur dit comme cela qu'il va venir ici tout à l'heure. Voilà qui est bien. Je ne sais pas, Dorante. Je fais encore ici une étrange démarche de me laisser ramener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler? Puisque, pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. Et j'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance et vous avez une si vile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qui vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé, les déclarations sont venues ensuite, qui après elles ont traîné les sérénades et les cadeaux, que les présents ont suivi. Et je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rebutez point. Et pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus prétendre de rien, et je crois qu'à la fin, vous me feriez venir au mariage dont je me suis tant éloignée. Ma foi, madame, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuve et ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que, dès aujourd'hui, vous ne fassiez tout mon bonheur? Mon Dieu, Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. Oh, vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés. Et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une, qu'elle m'engage plus que je ne voudrais. Et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point, que vous ne vous incommodiez, et je ne veux point cela. Oh, madame, ce sont là des bagatelles, et ce n'est pas pareil. Je sais ce que je dis. Et entre autres, le diamant que vous m'avez forcé à prendre est d'un prix. Eh, madame, de grâce, ne faites point tant valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous. Et souffrez. Voici le maître du logis.
Un peu plus loin, madame. Comment? Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Mais reculez un peu pour la troisième. Madame, Monsieur Jourdain, c'est son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné que d'avoir le bonheur que vous avez eu la bonté de m'accorder, le bonheur de m'accorder la joie, de m'accorder le mérite, pour m'accorder un mérite comme le vôtre, et le ciel envieux de mon bien m'eût accordé l'avantage de me voir. Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments. Et il sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Prenez bien garde au moins de ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Comment? Gardez-vous-en bien. Ce serait vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui l'eussiez fait ce présent. Madame, Monsieur Jourdain dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. Monsieur, je vous prie de lui parler de ma part, pour moi. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. Oh, c'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces. Allons donc nous mettre à table et qu'on fasse jouer les musiciens. Je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur? Je viens de voir un théâtre là-bas, et je vois ici un banquet à faire noce. Voilà comme vous dépensez votre bien, et c'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence, et que vous leur donnez la musique et la comédie. Que voulez-vous dire, Madame Jourdain? Et quelles fantaisies sont les vôtres de vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie. Qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison. Et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, mais c'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Ce sont des Il chances. me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Prenez, Madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Mais je n'ai que faire de lunettes. Et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses. Et je ne suis pas une bête.
Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête à vous de mettre de la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci, Année Dorante? Vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagante. Madame! Oh là, madame! Où courez-vous? Monsieur le comte, madame, faites l'excuse et tâchez de la ramener. Voyez-vous, c'est impertinente. Voilà de vos bouffées. Vous venez de me faire affront devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque de leur qualité. Je sais qui me tient. Je m'en dites que je ne vous fends de la tête avec les pièces du repas que vous êtes venus troubler. Je me moque de cela, ce sont mes droits que je défends. Et j'aurai pour moi toutes les femmes. Faites bien éviter ma colère. Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses. Et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Hein. Non, monsieur. Je vous ai vu, vous n'étiez pas plus beau que cela. Moi? Oui. Vous étiez le plus bel enfant du monde. Toutes les femmes vous prenaient dans les bras pour vous baiser. Pour me baiser? Oui, oui, oui. J'étais grand ami de feu monsieur votre père. De feu monsieur mon père? Et c'était un fort honnête gentilhomme. Hein. Comment dites-vous? Et je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Oui. Je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment? Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand? Ah, c'est pure médisance, hein. Non, non, il n'a jamais été, hein. Non, non. Tout ce qu'il était, c'est qu'il était fort officieux, fort obligeant. Et comme il s'y connaissait fort bien en étoffe, il allait en récupérer de tous les côtés, les faisait ramener chez lui et les échanger avec les amis contre de l'argent. Oh, je suis ravi de vous connaître, afin que vous rendiez ce témoignage-là que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde, hein. Vous m'obligerez, mais quel sujet vous amène? Eh ben, depuis que j'ai connu ce monsieur votre père, on est gentilhomme, comme je vous ai dit, j'ai voyagé par tout le monde. Partout le monde? Ouais, hein. Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Et je suis revenu de mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt qui me touche, par l'intérêt que moi je porte à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Savez-vous que le fils du Goan turc est ici? Moi non. Comment? Tout le monde le va voir. Il a un train magnifique, hein. Il a été reçu ici comme un seigneur d'importance. Par ma foi, je ne savais pas cela. Et ce qu'il y a d'avantageux pour vous, voyez, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Fils du grand turc? Oui, le fils du Goan turc. Et il va être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand turc? Le fils du Goan turc, votre gendre, oui, 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 oui. Alors, comme je connais particulièrement et que j'entends sa langue parfaitement, j'entends sa langue parfaitement, n'est-ce pas? Après quelques autres discours, il me dit Aksam Burak Tarem Belefel Turup Mereitara Beret. Ce qui veut dire n'as-tu point vu une jeune belle personne, fille de monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand turc dit cela de moi? Oui, 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 oui. Alors, comme je dis que je vous connaissais particulièrement et que je connaissais votre fille, ah, me dit-il, Marababa Sahem,
Ce qui veut dire « Oh, que je suis amoureux d'elle ». Bara Baba Sahem veut dire ah, que je suis amoureux d'elle. Exactement. Bah, voilà une langue admirable que ce turc. Ah, ben plus admirable, pourriez bien le croire. Hein. Oui, oui. Tenez, tiens, savez-vous bien ce que veut dire Kakarakamushen? Kakarakamushen, non? Eh ben, Kakarakamushen, ça veut dire ma chère âme. Kakarakamushen veut dire ma chère âme? Exactement. Dirait-on jamais cela? Voilà qui me confond. Et enfin, pour achever mon ambassade, le fils du grand turc veut demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, eh ben, il veut vous faire Mamamouchi. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi. Mamamouchi qui est... Mamamouchi, c'est... Mamamouchi, c'est... dans notre langue, paladin, notre ancien paladin, Mamamouchi. Enfin, vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand turc m'honore beaucoup et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Ah, mais comment me le voilà qui va venir ici? Il va venir ici. Ah, oui, 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 oui. Et il apporte toute chose pour la cérémonie de votre dignité. Voilà qui est bien prompt. Oui, son amour ne peut souffrir d'aucun état de mort. Mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre en tête un certain Cléonte. Et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand turc. Oui, parce qu'il se passe une chose assez incroyable, c'est que ce fils du grand turc là ressemble à peu de choses près à ce fameux Cléonte. Et je l'ai vu, on me l'a montré. Hein. On me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour un pourra aisément passer pour l'autre. Hein. Ah, tiens, le voilà qui arrive. Ambu Sahim Kiboraf, Jordina, Salam Aleki. Hein? Et il dit que toute votre vie soit arrosée comme un rosier fleuri. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Abraham Karen, téléphone boulgour des pertet. Katalameki, Basum Basem ala Moran, Kushkush. Ah, il dit qu'il vous donne la force des lions, mais la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Darbek Delmenen, Poul Talab, Belektou. Belle main. Il dit que vous alliez vite avec lui pour préparer la cérémonie, vous voyez, et puis conclure le mariage. Tant de choses en 2 mots. Ah oui, la langue turque est comme ceci. Hein. Elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite, tout le souhaite, allez.
Dieu! Miséricorde! Qu'est-ce que c'est donc que cela? Quelle figure? Voyez quelle insolence de parler à un mamamouchi. Comment donc? Mais qui vous a fagoté comme cela? Oui, vous me devez du respect maintenant. Et l'on vient de me faire mamamouchi. Que voulez-vous dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi vous dit que je suis mamamouchi. Mais quelle bête est cela? La baba, la bachou, la baba, la bachou, la baba, la bachou. Oh mon Dieu! Mon mari est devenu fou! Paix impertinente. Comment vite l'empêcher de sortir? Où est-ce qu'il a donc perdu l'esprit? Je ne vois que chagrin de tous les côtés. Oui, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas, et il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, nous avons ici, madame, un balai qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre. Et il faut bien voir si mon idée pourra réussir. Et j'ai vu là des apprêts magnifiques, et ce sont des choses, Dorante, que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. Ah, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, avant qu'il fût peu, vous n'auriez plus un sou. Oh, que j'ai d'obligation, madame, aux soins que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur, et vous en userez de la façon qu'il vous plaira. J'userais bien des deux. Et oh, voici votre homme. La figure en est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. J'ai été bien aise, monsieur, d'être des premières à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Et le voilà qui vient. Et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse, comme ami de monsieur votre beau-père, et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Où est le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites? Il parle turc admirablement bien. Voilà. Ah, voilà. Dites-lui que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va vous répondre. Vous voyez? Elle dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps votre jardin. Je vous l'avais bien dit qu'il parle le turc. Oh, cela est admirable. Venez, ma fille. Venez. Approchez-vous. Et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père? Mais comment voilà faire? Est-ce une comédie que vous jouez? Non, non, ce n'est pas une comédie.
C'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Mais je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Ah, que de bruit. Allons, vous dis-je, ça, votre main. Non, mon père. Je vous l'ai dit. Il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléante. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que de... Il est vrai que vous êtes mon père. Et je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Ah, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que cela? On dit que vous voulez marier votre fille. Vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant? Mais taisez-vous, impertinente. Vous venez toujours mêler vos extravagances à d'autres choses. Et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. Mais c'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage. Et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein? Et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Mais je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Avec le fils du grand Turc? Oui, faites-lui vos remerciements, vos compliments par le truchement que voilà. Mais je n'ai que faire de truchement. Et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Voulez-vous vous taire encore une fois? Comment, Madame Jourdain? Vous vous opposez à un honneur comme celui-là? Vous refusez son Altesse turque comme gendre? Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous touche pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Ah, je me passerai bien de votre amitié. Voilà votre fille qui répond aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un Turc? Sans doute. Elle peut oublier Cléon? Mais que ne fait-on pas pour être grande dame? Ah, je l'étranglerais de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du kéké. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Je vous dis, moi, qu'il ne se fera point. Ah, que de bruit. Ma mère, allez, vous êtes une coquine. Quoi? Vous la querellez pour ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous. Madame, Que me voulez-vous conter? un mot. Un mot, juste. Eh bien quoi? Non. Si elle écoute juste un mot, je vous promets Madame, un mot. Je n'y consentirai point. Écoutez-le. Non, Il vous dira. non, je ne veux pas écouter. Voilà une grande obstination de femme. Cela vous ferait-il mal de l'entendre? Je ne veux point qu'il me dise rien. Madame, écoutez un mot, et après vous ferez votre choix. Bien quoi? Madame, cela fait une heure qu'on vous fait des signes. Vous voyez pas que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, là? Que les costumes c'est pour le tromper, et que c'est Cléon, le fils du grand Turc. Mais oui, et moi, Conviel, le truchement. Comme cela, je me rends. Oui, enfin, faites semblant de rien, Oui, voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah, voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter. Je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Oh, il me l'a expliqué comme il faut. Ah. Et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir le notaire. Oh, c'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content, et que dès aujourd'hui, vous oubliez toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Oh, je consens aussi à cela. C'est pour lui faire accroire. Il faut bien l'amuser avec cette feinte. Bon, qu'on aille vite quérir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre balai et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement. Et ma femme?
à qui la voudra.